Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Au programme, Jean-Yves, de cette semaine, on va bien sûr faire une édition spéciale autour du meurtre de Quentin qui a été lynché au sol par une bande d'antifascistes. Et bien sûr, nous n'oublierons pas les pastilles de l'information, mais également notre portrait piquant qui, pour l'occasion, sera consacré à Patrick Cohen. Vous savez, l'homme qui aime faire des éditos qui ne sont pas à la hauteur des événements. Et puis, bien sûr, si le programme vous plaît, d'ores et déjà, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous. N'hésitez pas également à relayer cette vidéo. Et si vous êtes prêts, eh bien c'est parti, on va commencer. Édition spéciale autour de la mort de Quentin, je vous le disais, mort qui a choqué la France entière et mort qui a fait grand bruit dans la presse. Et pour commencer, je vous propose peut-être de revoir cette vidéo qui a été diffusée dans le JT de TF1, mais également dans le JT de France 2, du lynchage au sol par un groupe bien plus nombreux et bien moins courageux peut-être aussi. Vous allez voir les images. Nous avons pu nous procurer cette vidéo qui montre l'agression. On y voit 3 jeunes à terre. Ils se font rouer de coups par plusieurs individus. 2 réussissent à s'échapper. Un dernier reste inanimé. Un riverain qui préfère rester anonyme témoigne de la scène. Donc on voit sur ces images qui sont amateurs, bien sûr, un homme qui est au sol et qui est lynché par un groupe en bien plus grand nombre. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jean-Yves, cette vidéo ? L'acte est absolument ignoble. Parce qu'effectivement, on tape sur un homme qui est à terre, ce qui est absolument ignoble. Alors, cette vidéo, elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, très vite sur les réseaux sociaux. Ce qui est un événement, petit événement médiatique, et même peut-être grand événement médiatique, c'est qu'on l'a retrouvé ensuite, lundi dernier, à la fois sur le JT de France 2, comme vous l'avez dit, et le JT de TF1. C'est-à-dire que l'affaire qui aurait pu être occultée, et qui, dans d'autres circonstances, aurait probablement été occultée, là, a été portée à l'ensemble de l'opinion et de manière assez massive. C'est ça l'événement important, c'est que ça a été traité par les grands médias. On va ensuite faire un peu de distinction. Oui. Et c'est ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Exactement. Alors quand on tape Quentin dans la barre de recherche pour faire sa revue de presse, par exemple, on voit qu'il y a vraiment des articles toutes les heures autour de cet événement qui est devenu un phénomène presque. Un petit point rapide sur la presse du dimanche. Donc l'agression de Quentin a eu lieu le jeudi soir. On a commencé à en entendre parler le vendredi. Donc la presse évidemment du week-end, la presse de fin de semaine avait entendu parler de cette affaire. Le journal du dimanche a titré « L'extrême gauche tue », quand la tribune du dimanche a, elle, titré « Le bon air olympique ». La tribune du dimanche, Jean-Yves Le Gallou, Rodolphe Saadé pour son groupe CMA-CGM. Oui, alors je pense que c'est une erreur de la rédaction de la tribune du dimanche. Je vais vous dire pourquoi. Le journal du dimanche, c'est la presse Bolloré, l'extrême gauche tue, c'est assez logique. La tribune du dimanche, là, occulte l'affaire. Pourquoi ? La tribune du dimanche, c'est centriste, c'est mainstream. Et je crois qu'ils n'ont pas encore compris que le mainstream, la stratégie de l'extrême centre, ça allait quand même d'en parler pour pousser LFI sur le côté. Et je pense que la tribune du dimanche, là, ils sont un peu lents au démarrage, ils n'ont pas exactement compris que c'était pas une affaire qu'il fallait occulter, mais une affaire qu'au contraire, il fallait malgré tout traiter. D'ailleurs, ils sont même très en retard parce qu'ils réussissent en une à faire la promotion d'une interview spéciale de Jack Lang qui dit « Je n'ai pas le goût de l'argent », c'est-à-dire un propos qu'on reprend pour faire un titre de défense de Jack Lang. Oui, Jack Lang n'a pas besoin d'argent, il vit avec l'argent des autres. Il vivait.
Espérons que ça s'arrête. Après le pot de départ qu'il a quand même réussi à s'offrir en compagnie de sa fille pendant qu'il y avait une perquisition sur les lieux de l'Institut du monde arabe. Bref, place maintenant à un point sur le vocabulaire des médias. Vous allez voir, c'est intéressant. Le Monde titre Quentin Derenque, un étudiant traditionnaliste au croisement des chapelles de l'extrême droite radicale. Quand, le 7 juin 2013 dernier, pour Clément Méric, il titrait un étudiant brillant et engagé. Alors un point effectivement sur le vocabulaire et ensuite sur l'affaire Clément. Alors sur le vocabulaire, l'étudiant est brillant et engagé. Engagé c'est à gauche, engagé c'est bien. Et l'extrême droite radicale, évidemment, on comprend que c'est pas bien. Alors que Quentin était étudiant en mathématiques et tout à fait brillant, certainement autant que Méric. Alors les deux cas sont différents. Les deux cas ont été mis sur le même plan. Les deux cas sont différents. Quentin, il est agressé sauvagement et il est lynché. En ce qui concerne, à l'occasion d'une manifestation politique. Méric, c'est différent. Il croise Esteban, le garçon qui est responsable de sa mort, dans une vente de Fred Perry, de vêtements, où il y a une volonté des antifas déjà d'agresser des skinheads, en fait, ou des gens présentés comme skinheads, sauf qu'en l'occurrence, au départ, c'est Méric qui agresse Esteban. Esteban se retourne, le frappe, Méric tombe et se tue en tombant, en se cognant. Donc il n'y a pas du tout la même intention meurtrière dans les deux cas. Il n'y a pas le même acharnement. Il n'y a pas d'acharnement du tout. Il n'y a pas du tout d'acharnement. Et d'ailleurs, dès le lendemain matin, quand il apprend que Méric est mort, Esteban va de lui-même à la police. Il n'attend pas 5 jours pour organiser sa défense, comme l'ont fait les tueurs LFistes et jeunes gardistes de Quentin. Il faut quand même rappeler les choses, être précis dans les choses. Voilà. Alors le jeu des 7 différences, toujours entre les médias et les événements. Mediapart cette fois-ci, donc qui titre « Mort de Quentin Derenque », retour sur le parcours d'un militant néo-fasciste. Mais pour les frères Kouachi, en 2015, il titrait « L'enfance misérable des frères Kouachi ». Et oui, vous comprenez, hein, il faut se mettre à avoir des larmes. Voilà. Alors là, on est dans la presse quand même de gauche ou d'extrême gauche, hein, avec Le Monde, qui est devenu un l'immonde. C'est pas nouveau, remarquez, mais enfin, qui est devenu très proche de LFI, de facto, de l'extrême gauche, Mediapart, etc. C'est différent, on l'a dit, de ce que font les médias un peu plus mainstream dans l'extrême centre, qui sont pas sur la même ligne. Voilà, faut bien distinguer les choses. Avec assez peu la photo de Quentin qui est reprise dans la presse de gauche et d'extrême gauche. À noter toutefois, pour pondérer ce constat, que dans un premier temps, il y a eu plusieurs photos non officielles de Quentin qui ont circulé. Et en fait, souvent, ce n'était pas lui. Bon, il y a eu tout un quiproquo un peu autour de son image, et donc d'autres images d'illustration ont été utilisées, mais évidemment, ça déshumanise quand on ne montre pas la photo de la personne qui vient de nous quitter. Au micro de France Inter, toujours sur le vocabulaire, on a un journaliste de l'Humanité qui s'est exprimé. Je vous propose d'écouter son propos. Aurélien Souchère, qu'est-ce que vous retenez de cet après-midi ? Il y a deux choses. Il y a la minute de silence, comme vous avez dit. Le but était évidemment pas d'honorer Quentin et ses idées, d'honorer un Nasillon, quelqu'un proche de l'Action française, des Allobroges, de Némésis, mais de dire de condamner la violence politique et de dire qu'on ne peut pas être tué, on ne peut pas mourir pour ses idées. Un Nasillon, dans la même veine, Jean-Yves, je vous laisse réagir, ou alors on passe à Patrick Cohen. Alors d'abord, on est toujours dans le point Godwin, un Nasillon, etc. Bon, voilà. C'est tout à fait déplacé. Sur un cadavre encore fumant, c'est assez incroyable, mais on a l'habitude avec la presse d'extrême gauche. Patrick Cohen, toutefois, qui officie, lui, sur le service public, je vous propose qu'on l'écoute. À l'origine, il faut le rappeler, une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Oui, qui a donné lieu à ce qu'une source proche nomme une bataille rangée entre membres de l'ultra-gauche
et de l'ultra-droite dans une rue avoisinante de l'établissement avec 2 groupes d'une vingtaine de militants de chaque côté. Bataille qui a viré au lynchage d'un homme à terre, comme on le voit sur les vidéos amateurs qui ont tourné ce week-end. Mais c'est évidemment la fin de cet affrontement que l'on voit sur les images avec ce malheureux roué de coups de pied, battu à mort. 2 observations de vocabulaire. D'abord, c'est pas une conférence de Rima Hassan, c'est un meeting de Rima Hassan. Première différence. Deuxième chose, l'intervention de Patrick Cohen est particulièrement ignoble parce qu'il reprend la théorie de la bataille rangée ou de la rixe, alors que c'est absolument pas le cas. C'est un guet-apens et un lynchage. Et c'est d'autant plus grave ce que dit Patrick Cohen qu'il intervient après que le procureur ait clairement établi et rappelé les faits, à savoir une agression suivie d'un lynchage et non pas du tout, comme dit Cohen, une bataille rangée. Libération, en fin de semaine, avait repris ce terme de rixe avant de changer son fusil d'épaule le lundi, justement en faisant une la violence politique jusqu'au meurtre, ce qui est déjà un peu plus juste, effectivement, par rapport à ce que vous mentionniez. Toujours est-il que la gauche a lancé un peu une contre-offensive, Jean-Yves. On a Jean-Luc Mélenchon qui est cité par Le Figaro, par exemple. L'extrême gauche. L'extrême gauche, pardonnez-moi, oui, effectivement. Il faut dire ça comme ça, on le verra dans les pastilles, vous allez voir. Restez avec nous. Une fois toutes les 2 réunions, nous avons été agressés par des gens qui s'appellent tantôt Némésis, tantôt Nous Vivrons. Que ce soit bien clair, c'est nous qui sommes agressés. Rappelons que les manifestations des Némésis, comme les manifestations des identitaires, ce ne sont pas des agressions, ce sont des manifestations symboliques, des prises de parole symboliques, des banderoles, c'est pas des agressions physiques. Il me semblait que la gauche était grande défenseur du droit à manifester, mais pas toujours, pas conséquent. Pour elle, mais pas pour les autres apparemment. Alors, pareil, encore une fois, la gauche n'aime pas être traitée comme les autres. L'extrême gauche, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, toujours, LCI inaugure un nouveau style d'émission contre Emmanuel Bompard, la garde à vue télévisée. Je cite. Donc, il n'est pas très content du traitement de son député sur LCI. Alors, c'est vrai que là, son député a été un peu poussé dans ses retranchements, comme très souvent les hommes de droite ou d'extrême droite sont interrogés dans les médias. Bon, voilà, c'est toujours pareil. J'aime bien l'expression. C'est un peu le facteur qui mord le chien, quoi. Donc le chien est pas content. C'est pas dans ses habitudes. C'est sûr. Alors il faut noter quand même que l'extrême gauche est quand même un allié de la Jeune Garde, le mouvement qui est désormais, on peut le dire, responsable de la mort de Quentin et du lynchage au sol. Je vous propose de regarder cette vidéo qui n'a pas été beaucoup reprise par la presse, mais de Mélenchon qui apporte son soutien à la Jeune Garde en meeting. Il dit, eh bien, nous allons dissoudre la Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Eh bien, monsieur Retailleau, profitez-en pour nous dire qu'ont fait ces jeunes gens. À quel moment vous avez des actes à leur reprocher qui justifient qu'on les interdise? Et il y a des propos qui vieillissent assez mal, malheureusement. Oui, mais qu'il assume. Mélenchon assume tout. Mélenchon assume tout. C'est vrai, c'est sa force. Il ne se laisse pas diaboliser, il ne laisse pas diaboliser ses troupes, il défend ses troupes. Il a un certain aplomb et une certaine fermeté. Il a fait d'ailleurs une intervention récente pour confirmer ça devant une organisation trotskiste dont il est issu. Donc il assume. Ce sont des trotskistes, ce sont des violents, ils assument. Alors d'ailleurs, ils assument tellement, mais la presse ne reprend pas tellement cette information, qu'ils s'entraînent avec la Jeune Garde à la boxe, à l'instar du député Carlos Martins Bilongo, qui s'entraîne avec Semyoldas. Semyoldas, qui est un militant porte-parole de la Jeune Garde et qui est candidat aux élections municipales à Strasbourg. Voilà. Donc maintenant, on va présenter tous les petits antifascistes du monde à toutes les élections politiques. Ça risque de se compliquer quand même pour eux. D'ailleurs, Semyoldas précise aussi qu'il s'entraîne avec d'autres membres d'extrême gauche, comme des gens de Europe Écologie Les Verts, par exemple. On a une journaliste d'extrême gauche, encore une fois, puisqu'elle travaille chez Blast, qui a tweeté ceci avant de supprimer son poste, puis de changer carrément son pseudo sur X. Les partis de gauche institutionnels, vous êtes bien contents quand il y a des antifas autour de vos événements pour vous protéger des fachos. Mais le jour où la bagarre est un peu trop violente,
et qu'un nazi meurt, vous jetez les antifas sous le bus, faut aller se faire foutre. Bon, quand même, elle y va. Tout ça est élégant. Alors, à nouveau, le point Godwin, le nazi. Honnêtement, les manifestations de gauche attaquées par la droite, moi, j'en vois pas. À part peut-être certaines actions symboliques. Donc, on est dans le fantasme. Alors, évidemment, là, on est dans la presse pigasse, hein. C'est-à-dire la presse d'extrême gauche avec Blast, les incorrectibles, etc. Pas les incorrectibles, non, les irrecuptibles, pardon. Les inrocs. pardon, pour Morio. Voilà, donc on est dans les médias d'extrême gauche, là encore. Hein. Oui, alors médias d'extrême gauche toujours, puisque c'est sur Radio Nova, une chroniqueuse qui a réagi à la minute de silence qui était annoncée à l'Assemblée nationale. Elle a dit « Quelle honte, j'ai pas les mots, la honte. Il s'agit de Alice de Rochechouart, parce qu'il faut toujours nommer les gens. Voilà. On continue avec sur LCP, Antoine Léaumont, qui a pu s'exprimer et déclarer ceci. C'est absolument lunaire, vous allez voir. La doctrine de la jeune garde a toujours été de ne pas être violent. On ne met pas des coups aux gens, mais quand on est attaqué, menacé de mort, la légitime défense est quelque chose qui existe. Alors vous voyez, on a vraiment ce « on » qui convoque en fait une appartenance, hein, effectivement, oui, à la jeune garde, mais on a surtout ce mensonge ignoble. La doctrine, c'est l'absence de violence. Mais il suffit de se rendre sur des communiqués de la jeune presse, de la jeune garde, pour se rendre compte que c'est faux. Mais non, parce que du point de vue trotskiste, ils pratiquent la violence, puisque pour eux, c'est une violence légitime. Et là, il est dans le... Alors, c'est quand même incroyable que le journaliste ne le remette pas un peu à sa place. Ne le mette pas en garde à vue, comme dirait Mélenchon, en garde à vue, journalistique. Oui. Alors, pourtant, dans Le Parisien, ils ont réussi à avoir un membre de la jeune garde qui, visiblement, peut-être ne s'entend pas forcément bien avec Raphaël Arnaud, qui est donc élu député, il faut le rappeler, pour les téléspectateurs qui n'auraient pas cette info en tête. On savait que ça arriverait un jour ou l'autre. Membre expérimenté de la jeune garde, Léo se confie sur Jeff, donc le Jacques-Élie Favreau, qui est actuellement en garde à vue. C'est peut-être un collaborateur des renseignements territoriaux, ou de la DGSI. Et Raphaël Arnaud et détaille le fonctionnement des deux hommes et de leurs mouvements. Donc il y a des infos qui commencent à sortir. Dans le Parisien, donc là on est dans l'extrême centre. Hein. Vraiment, il faut bien distinguer dans cette affaire. D'habitude, on a la presse Bolloré et tous les autres. Là, on a la presse d'extrême gauche et tous les autres, pour simplifier un peu. Quoi, voilà. C'est vrai que c'est une vraie démarcation. Alors, toujours est-il qu'avant, effectivement, les antifascistes avaient un peu plus pignon sur rue, parce que, par exemple, ils ont un jeu de société, Antifa, le jeu, enfin, vous imaginez si on faisait l'inverse, enfin bon, bref, passons, qui est toujours vendu sur le site officiel de la FNAC. Et je vous propose de regarder aussi un ancien reportage de France 3 qui faisait la promotion des méthodes antifascistes. On regarde ça tout de suite. En ce jeudi soir, plusieurs membres de l'Union antifasciste toulousaine se positionnent discrètement en plein centre-ville de Toulouse. On s'est que devant avec plusieurs néo-skins. C'est des personnes qui ils posent même pas de questions. S'ils pensent que tu es peut-être un peu du spectre politique gauche, ils vont te rentrer dans le tas. C'est vraiment des gens qui ont le goût du sang, donc faut se méfier. C'est pour ça qu'on est un certain nombre autour à vérifier et être certains équipés à se défendre, quoi. Car ce soir se tient une conférence animée par 7 personnes. Bruno Gollnisch, ancien vice-président du Front National. Là, pour le coup, on a eu l'information, on a trouvé le lieu un peu en retard. Du coup, en temps normal, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait appelé à un contre-rassemblement pour empêcher que tout simplement la conférence ait lieu. Le but, compter et identifier les participants à l'événement. Au total, plus d'une trentaine de militants déjà connus des antifascistes sont présents ce soir-là. Alors là, c'est extraordinaire. On est sur le service public, financé par le contribuable. Et on a un journaliste, Sylvain Duchamp, qui est un journaliste d'extrême gauche, qui fait la promotion des méthodes de l'extrême gauche, double méthode de fichage de personnes et de manifestations visant à empêcher la tenue de réunions publiques. Parce qu'il explique bien, on a eu du mal à trouver le lieu de la réunion, sinon on serait venu l'empêcher. Voilà. Et c'est promu par le service public, par la fraction extrême gauchiste
du service public. C'est incroyable. Vous disiez que c'était un journaliste d'extrême gauche, c'est même probablement un militant d'extrême gauche, en plus d'avoir cette fonction de journaliste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la presse, quand on retrouve des vieux articles, on retrouve aussi, par exemple, sur le petit bulletin de Lyon, qui est de la sous-presse quotidienne régionale, qui... La sous-PQR, c'est pas gentil, parce que déjà la PQR, oui. On apprend qu'en fait, pour poser les cadres et lutter contre les groupuscules d'extrême droite, eh bien, la ville de Lyon travaillait avec la Jeune Garde. Donc il y a des vraies accointances réelles qui existent et qui sont totalement admises, qui étaient totalement admises du moins. C'est en train de changer. Un point sur l'hommage qui a eu lieu pour Quentin à Paris. Il y en a d'autres de prévus, bien sûr, qui auront lieu notamment à Lyon, dans la ville où le drame s'est passé. À Lyon, samedi à 15h. Samedi à 15h, tout à fait. Ceux qui peuvent y aller sont évidemment encouragés à rendre hommage à ce jeune homme. Donc France Info, pour l'hommage à Paris, a réussi à titrer de la façon suivante: plusieurs dizaines de personnes rassemblées à Paris pour demander justice pour Quentin après la mort du militant identitaire. Une dizaine, c'est se moquer du monde. J'étais présente à ce rassemblement, je peux vous dire qu'on était quasiment un millier, et je confirme même ce propos en vous montrant une image qui, vue du dessus, nous permet de faire un peu un point sur la foule qu'il y avait. Jean-Yves, c'est une technique finalement assez habituelle. On est très habitué à cela, la désinformation par les statistiques, si je puis dire. Ça, c'est vraiment un grand classique. Alors, la photo que prend d'ailleurs France Info, la photo, ils les prennent en direction d'une rue vide, où la manifestation n'avait pas lieu, et non pas en direction de la place. Je rappelle que la place de la Sorbonne a fait 2500 mètres carrés. Alors, elle n'était pas complètement occupée, mais elle était occupée à moitié. Et donc, dans une place de 2500 mètres carrés, même occupée à moitié, il n'y a pas quelques dizaines de personnes. Sinon, la place est vide. Voilà. Et un point encore sur des chiffres, parce que visiblement la gauche a du mal avec ça. On a Pierre Plotu qui a ressorti pas mal d'articles sur l'extrême droite, et notamment ceci. Depuis 1986, on recense 6 morts imputés à l'ultra-gauche. Pour l'ultra-droite, c'est 59 morts. Il faut remonter quand même loin. Ça a été repris également en plateau par Pierre Jacquemin, qui reprend ce chiffre, mais aussi par Apolline de Malherbe face à Marion Maréchal. Je vous propose qu'on l'écoute. Là, notamment les membres de LFI disent il y a eu 12 morts. Alors évidemment, des chiffres qui sortent depuis combien mais enfin, il y a eu Clément mais Ménic. Excusez-moi, il y a eu, vous le savez, des morts qui ne sortent de nulle part, des chiffres par un skinhead. Vous ne pouvez pas dire que c'est dérisoire. Non, mais moi je regarde. Là, c'est la guerre à qui aura le plus de martyrs, quoi. Oui, alors d'abord, c'est indécent. C'est indécent. En plus, c'est faux. C'est faux. Parce que effectivement, à part le cas de Méric, dont j'ai parlé, qui est quand même un peu plus compliqué, qui n'a peu de choses à voir avec ce qui est arrivé à Quentin, pour le reste, vous savez ce qu'ils prennent ? Alors ils considèrent comme d'extrême droite ce qui est, entre guillemets, nationaliste. Alors ils prennent les nationalistes corses. Les nationalistes corses, ils sont proches de l'extrême gauche, enfin en tout cas les nationalistes corses dominants, ils sont proches de l'extrême gauche ou de l'extrême centre. Bon, voilà, donc dommage, ça va pas. Ils prennent les nationalistes kanaks, les Kataks. Et puis ils prennent aussi, alors il y a eu récemment une querelle de couple homosexuel qui a mal tourné, il y a eu une personne qui a été tuée par une autre, et hop, ils mettent ça dans la série crimes racistes et homophobes. Bon, voilà, non, c'est pas ça du tout. Et donc, on amalgame tout ça, et on sort un chiffre, et on répète le chiffre, et à partir où on répète le chiffre, eh bien, finalement, on installe le mensonge dans l'esprit des gens qui ne vérifient rien, comme Madame Apolline de Malherbe, par exemple. Et alors, peut-être aussi un petit point historique sur le fascisme, l'antifascisme. Jean-Yves, ce serait bien de remettre les idées au clair de tout le monde sur ce point. Alors, ce qui est vrai, ça a été remis au clair notamment par Philippe Fabry ou par Eugénie Bastier. Historiquement, et donc chronologiquement,
le fascisme est une réaction aux violences communistes après la révolution d'octobre. Et donc, il y a pu y avoir des violences fascistes, c'est vrai, mais en réaction aux violences communistes qui sont antérieures, qui précèdent. Voilà, faut rappeler les choses. De même que la guerre d'Espagne a commencé, le soulèvement du général Franco a commencé après qu'il y ait eu des exactions et des assassinats de la part de la gauche et de l'extrême gauche espagnole. Il faut quand même mettre les choses dans l'ordre chronologique. Bien sûr. Et alors, peut-être un dernier point en conclusion pour qu'est-ce qui explique selon vous le fait que cette affaire a fait autant de bruit? Parce que d'habitude, la mort de Quentin serait passée globalement inaperçue. Alors, je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une première raison technique, c'est compte tenu aujourd'hui du poids des réseaux sociaux, des médias alternatifs et de la bolosphère, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Mais néanmoins, ce qui est surprenant, c'est que la presse mainstream, la presse d'extrême centre, a assez largement repris le narratif, la réalité des choses, et non pas le narratif de l'extrême gauche. Pourquoi cela ? Parce que la volonté de l'extrême centre, c'est de jeter Mélenchon aux orties, d'éviter qu'il ne se qualifie au deuxième tour, de l'éliminer du deuxième tour de la présidentielle. Et donc aujourd'hui, c'est feu sur Mélenchon. Et c'est ce qui explique que les médias aient utilisé, d'un certain point de vue, instrumentaliser cette mort tragique au service d'une lutte tactique contre Mélenchon. Et on débute ces pastilles de l'information avec le ministère de l'Intérieur qui classe pour la première fois la France Insoumise, LFI, donc dans le bloc extrême gauche. Et selon l'IFOP, 70% des Français trouvent justifié ce classement. Et il y a même 40% de l'électorat mélenchoniste qui sont d'accord avec cette nomination. Évidemment, Emmanuel Macron a repris cette nomination à l'extrême gauche pour la France Insoumise. Et quelque part, l'agenda un peu de Quentin, c'est bien positionné pour l'agenda présidentiel macroniste qui cherche à éliminer Mélenchon. C'est ce que vous disiez, Jean-Yves. Absolument. 5 médias pour un hors-série d'extrême gauche. Donc 5 médias, Radio Nova, L'Humanité, Les Inrocks, Blast, Street Press s'unissent pour dire stop à l'extrême droite. Leur magazine va s'intituler Front commun contre l'extrême droite. C'est quasiment que du Pigasse, plus l'Humanité qui s'associe. L'Humanité, le journal le plus subventionné par numéro vendu, et la presse Pigasse, qui est toute une presse subventionnée, à la fois par Soros, mais aussi par les contribuables. Et qui fait sa fortune grâce au service public. Tuerie au Canada, une femme tueuse, vraiment ? Eh bien non, il s'agit d'un homme transsexuel qui a décidé de se transformer en femme, rappelons les termes. Et toutefois, Le Monde a titré de la façon suivante: tuerie au Canada, la suspecte est une femme de 18 ans, le bilan ramené à 8 morts. Enfin, du moins, ça c'est le deuxième titre. Parce que le premier titre, on le retrouve dans l'URL, que voici: fusillade au Canada, le suspect est une femme transgenre de 18 ans. Et là, tout de suite, on comprend un petit peu mieux ce qui s'est passé. Quasiment toute la presse a dit l'assaillante, la femme de 18 ans. Il n'y a que Le Figaro qui, dans son sous-titre, précise que c'était une jeune femme transgenre. Et c'est une information importante parce que les statistiques américaines montrent que dans les tueries de masse, la probabilité pour quelqu'un qui est transgenre de commettre une tuerie de masse est 4 à 5 fois plus élevée que pour quelqu'un qui n'a pas de troubles identitaires. Donc c'est un vrai sujet. Voilà. Et ce n'est pas de la transphobie que de le dire, c'est de la réalité. Et enfin, un peu de gauchisme de l'espace, puisque ça aura été notre thématique tout au long de ce immédiat. La Terre est tellement belle, vue d'en haut, sans aucune ligne ni frontière. Découvrez les premiers mots de Sophie Adenau à bord de l'ISS, dans donc, Le Figaro, qui reprend ce propos. Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle a vu, parce que si elle ne voit pas de ligne ni de frontière, c'est qu'elle ne voit ni les continents ni les mers. Ça m'inquiète un peu. Oui, mais c'est la phrase qu'on lui a préparée, de même que les candidates au titre de Miss France doivent donner des propos politiquement corrects pour avoir quelque chance d'être élus. Je pense que les gens qu'on envoie dans l'espace, comme Pesquet, on les choisit pas seulement sur des critères techniques, mais aussi sur les bons critères idéologiques qui vont leur permettre de nous envoyer les bons messages depuis là-haut. Voilà. Et
Et voilà, on est arrivé à la fin de ce numéro d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à relayer cette vidéo, vraiment. Je pense que c'est important que les gens se rendent compte des manipulations qui se passent tous les jours et particulièrement dans le cas de l'affaire Quentin. Si le programme vous a plu, je vous le rappelle, vous pouvez l'agrémenter du petit pouce en l'air. C'est extrêmement utile pour l'algorithme de YouTube. Et puis, enfin, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de TV Liberté. On ne vous quitte pas, on vous laisse avec le portrait piquant consacré à Monsieur Cohen. C'était bien pour cette semaine. Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine et à nos téléspectateurs, on leur dit à très bientôt sur TV Liberté. La liberté d'expression, tout le monde est pour, au moins en apparence, ou plutôt presque tout le monde. Certains y sont franchement et officiellement opposés. Le journaliste Patrick Cohen appartient à cette faction. Patrick Cohen est né en 1962 à Montreuil, fils d'un père juif marocain, patron de chaudronnerie, et d'une mère sicilienne. Il est marié à une ancienne journaliste, Alexandra Kouren. Jouissant d'une réputation de journaliste appliqué dans son travail, il a été longtemps l'un des chefs d'orchestre de l'information. Patrick Cohen s'est fait le chantre de la liberté d'expression, mais tant qu'elle demeurait dans les limites du politiquement correct. Jusqu'à ce que le masque tombe face à Frédéric Tadei. Nous y reviendrons. Baccalauréat scientifique au lycée parisien Charlemagne, il passe le concours de Sciences Po Paris, auquel il n'est pas reçu. Il se réoriente alors vers le journalisme en étant diplômé de l'ESJ Lille, la plus gauchiste des écoles de journalisme en France. Selon un entretien dans Les Inrecuptibles de novembre 2016, il militait à l'UNEF pendant ses études. Il démarre sur une radio libre, fait des piges ou est employé par RFO Guyane, Radio France Internationale, France Info. Mais sa grande carrière sera pour la radio, entre RTL, Europe 1 et France Inter. À RTL, à partir de 1994, il anime, avec un grand succès, de nombreuses émissions. Les auditeurs ont la parole ou le grand jury. Il animera également la matinale et présentera RTL Soir. Puis ce seront des allers-retours entre les chaînes. France Inter en 2007, Europe 1 en 2008, France Inter de nouveau, puis France 5 avec C'est à vous. Europe 1 en 2017, où sa matinale est un échec. Il rejoint France Culture, est ensuite pressenti pour prendre la matinale de France Info, n'est pas choisi et il quitte le service public. Au total, ce qu'on peut appeler une belle carrière. Son principal fait d'armes remonte au 12 mars 2013 dans l'émission C'est à vous. Patrick Cohen attaque bille en tête Frédéric Tadei, qui invite dans son émission des gens que l'on n'entend pas ailleurs. Je cite, « Vous invitez des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. » Fin de citation. Quelques secondes plus tard, il donne des noms. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab? Il ajoute, je cite, « On a une responsabilité quand on anime une émission de débat, de ne pas propager des thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. » Fin de citation. Le débat s'envenime. Alessandra Sublet apostrophe Patrick Cohen. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, Patrick. Réponse spontanée de l'intéressé, non. Puis, après réflexion, on a le droit de penser ce qu'on veut dans les limites de la loi. On a chacun le droit de penser ce qu'on veut, mon Patrick. Non. Il est petit, il revient de vacances, il est en pleine forme, Frédéric. Non, on a le droit de penser ce qu'on veut d'abord dans les limites de la loi. Il n'est plus question de liberté d'expression, mais de liberté de conscience. On doit penser ce qu'on veut, je dis bien penser ce qu'on veut, dans les limites de la loi. Je crois qu'on ne peut pas soupçonner la sincérité de Patrick Cohen. Il est sincèrement, comme nombre de ses confrères, pas tous heureusement, contre la liberté d'expression, contre même la liberté de penser. Il est pour le débat, mais entre soi. Accordons-lui ce droit, mais accordons-nous aussi le droit de défendre nos libertés.